avoir un cycle de vengeance éternel. Donc ils trouvent des compromis entre les différentes parties. Et par exemple, voilà, on t'accorde une petite propriété là qui correspond grosso modo aux terres que tu as perdues il y a 50 ans. Et on essaye de faire en sorte que tout le monde vive correctement sans chercher à massacrer une nouvelle population ou à l'expulser comme l'ont fait tous les régimes avant. Donc pareil, il y a des logiques de justice comme ça très intéressantes. La peine de mort a été abolie, je tiens à le souligner, il n'y a pas de peine de mort là-bas. Et la peine maximale de prison est de 20 ans. Parce qu'on considère que la prison, en termes de système punitif, n'est pas la solution pour résoudre les problèmes. Donc on évite la prison et comme je l'ai dit, on essaye de créer une justice qui comprend les intérêts de tout le monde pour les cas les moins graves. Bien sûr, si par exemple vous avez un type qui est accusé de viol, typiquement, là ça va mal finir pour lui parce qu'il va y avoir un tribunal de femmes. Hein. C'est un des trucs qui est voilà, pour vous le dire hein, directement. Donc ça règle, en général ça calme un peu, tant mieux. Et donc il y a une justice de ce type-là qui se met en place pour essayer justement de trouver des solutions les plus de vivre ensemble les meilleures. Voilà. Donc c'est toutes ces politiques qui sont très profitables. Il y a aussi la vie économique qui est assez intéressante. Alors je tiens à le dire que contrairement en France, en fait, c'est pas des grandes industries. Hein, la base économique de Rojava, c'est des petites propriétés. Souvent c'est des petits paysans, des petits artisans. Vous allez dans une ville, vous avez j'ai jamais vu. D'ailleurs c'était agréable, hein, mais j'ai vu aucun supermarché au Rojava. Hein, voilà. Donc c'est en fait vous mangez local, vous produisez local, etc. Ce qui fait qu'ils ont une certaine autonomie, ce qui leur permet de survivre. Hein. Faut savoir que le Rojava, c'est pas simplement le pétrole, c'est aussi le grenier à blé de la Syrie. 40% de la production agricole de toute la Syrie, 60% de la production de céréales, rien que dans les régions kurdes. Voilà. Donc, vu qu'ils ont en plus maintenant agrandi un peu plus leur territoire, même dans des endroits qui sont à majorité arabe, comme Raqqa, c'est des endroits qui aujourd'hui aussi sont des terres agricoles autour de l'Euphrate et donc c'est probablement encore plus aujourd'hui. Donc vous imaginez bien que c'est aussi un enjeu énorme à ce niveau-là, ce qui leur permet l'autonomie alimentaire alors qu'ils sont sous embargo d'un peu près tout le monde, à des degrés divers en fonction des accords et des aléas des uns et des autres. Voilà, parce qu'il faut savoir que ils sont pas très bien avec les Kurdes irakiens qui sont alliés aux Turcs et que eux aussi leur bloquent la frontière. Hein. Donc c'est une situation assez complexe et par conséquent, par exemple, leur première difficulté, c'est médical. Se fournir en médicaments, c'est terriblement difficile. Moi-même, j'en ai fait les frais. J'ai eu un petit accident domestique sur place donc je me suis cassé la jambe. Et j'ai eu une fracture du péroné pour être exact. Et donc là, pour se soigner, c'était le parcours du combattant. Hein. Déjà, il faut trouver un médecin. Ensuite, parce qu'il faut savoir que le gros problème en période de guerre, c'est que les premiers à partir, c'est pas les plus pauvres, c'est la classe moyenne et souvent les gens qui sont les plus diplômés. Donc les médecins, ils sont quasiment tous partis, les infirmiers, etc. Ils m'envoient à l'hôpital faire une radio. Bon, le type c'était visiblement improvisé voilà, comme vous avez compris. Radiologue, avec une grosse cigarette dans la bouche, et avec une blouse blanche qui portait assez mal. Et il disait ouais, allez, mets-toi ta jambe là. Il pose et tout. Et puis après, il fait la radio. Il secouait l'image comme ça devant le néon. Ah, il n'y a pas de fracture. Bon, il s'était visiblement trompé. Heureusement, le médecin derrière a corrigé. Mais voilà, c'est pour vous donner l'état du système de santé. Et ensuite, j'ai lutté, bagarré pendant plusieurs jours pour avoir des béquilles. Je suis allé voir la seule organisation humanitaire qui bosse sur place, Evassor, le Croissant Rouge kurde. Et eux, en fait, ils mettent je leur dis ouais, vous avez pas une béquille, un machin, un truc. Ils me disent on va chercher. Et puis là, ils me sortent une béquille pour enfants. Ensuite, je décide d'aller acheter un truc au marché du coin, des béquilles. Et le lendemain, elle casse. Voilà, donc je me refais mal d'ailleurs. Et donc voilà, hein, même pour avoir des béquilles, c'est la lutte. Voilà, hein, donc vous imaginez pour le reste. Hein. Voilà, donc c'est dans une situation extrêmement difficile que tout ça se réalise. C'est important à comprendre pour leur quotidien. Dans le même temps, il y a aussi une volonté populaire, c'est-à-dire que moi, par exemple, il y a les enterrements de martyrs, c'est-à-dire de gens qui sont morts
voilà, face à Daesh notamment, ou face, en tout cas dans le cadre de la lutte contre l'obscurantisme, et ben, ça donne des manifestations de masse sur place. C'est toute la ville qui descend, hein, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui meurt. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi des manifestations culturelles qui sont aussi très massives sur place. Donc, à Manbij notamment, là où il y a beaucoup, c'est une ville à majorité arabe, et c'est très intéressant, où les communautés peuvent vivre aussi ensemble. Et on voit aussi qu'il y a un soutien de tout le monde. Par exemple, il y a un reportage qui a été fait, Rojava au cœur d'une l'utopie, une utopie au cœur du chaos syrien, de Chris Denhoud et de Mireille Cour. Eux, ils ont fait un travail où on voit par exemple que les Turkmènes, qui parlent une langue assimilée aux Turcs, eux-mêmes à Manbij, parce qu'il y a une communauté là-bas, ils sont contre l'attaque des Turcs. Donc ils ont réussi à souder toute une population. Donc il y a un fort soutien populaire, sinon ils ne tiendraient pas. C'est important à comprendre, quoi, hein. C'est pas s'ils sont arrivés, c'est pas n'importe comment, etc. Donc j'approche à la fin de la conférence, après avoir dit tout ça, avec leur système que je trouve extrêmement progressiste. Il y aurait plein d'autres choses à dire, plein d'autres choses intéressantes que j'ai vues sur place, que je pourrais vous parler pendant des heures, mais bon, je pense que après ça va faire un peu beaucoup. Donc je vais finir sur la chose suivante. C'est que le Rojava, donc cette région qui, de son vrai nom, parce que Rojava ça veut dire Kurdistan de l'Ouest, donc ça veut dire la partie syrienne de Syrie, et cette partie du Rojava qu'ils appellent sur place Fédération du Nord et de l'Est, Fédération démocratique du Nord et de l'Est de la Syrie, parce qu'ils veulent faire comprendre que maintenant, même si c'est les Kurdes qui sont ceux qui sont le plus morts dans la lutte contre Daesh, qui sont le plus mobilisés, que c'est aussi un projet pour tout le monde, voilà, en Syrie, pour tous les peuples. C'est pour ça qu'ils ont renommé en fédération démocratique de Nord et de l'Est. Comme ça n'implique pas que ce soit une ethnie ou une autre, voilà. Parce que Rojava étant un mot kurde. Et dans ce cadre-là, ils sont menacés. Ils sont menacés à divers degrés. Ils sont menacés parce que la première menace, c'est la Turquie, comme vous le savez, qui ne rêve que d'une chose, c'est de mettre fin au projet d'autonomie kurde au Rojava, qui le dérange déjà, bien sûr parce que c'est kurde, donc déjà ils ont expliqué pendant un siècle que les Kurdes ça n'existait pas, qu'en fait c'était des Turcs des montagnes, qui avaient un dialecte local du turc. Enfin bon, bref, donc ça dérange un peu, voilà, qu'il y ait une autonomie kurde, mais c'est plus que ça, c'est aussi leur projet politique qui dérange clairement. C'est-à-dire que la Turquie qui s'islamise de plus en plus, qui est de plus en plus sur une politique réactionnaire religieuse extrêmement violente, notamment contre sa propre minorité kurde. Il est important de rappeler, c'est passé inaperçu, mais en 2015-2016, il y a eu des insurrections dans les villes kurdes, dans lesquelles le pouvoir turc n'a pas hésité à raser des villes entières. Ça dans la plus grande violence, ou partiellement, comme à Diyarbakir, entre guillemets la capitale officieuse des Kurdes de Turquie, où ils ont rasé le quartier historique. L'armée turque est arrivée, ils ont massacré les Kurdes qui s'étaient insurgés et ils ont rasé le quartier, voilà, en représailles contre les populations. Donc ils sont dans une dynamique extrêmement violente contre leur propre population kurde, et ils rêvent d'une chose, c'est d'arriver au Rojava, de mettre un terme à tout ça et d'expulser ou de tuer tous les Kurdes qui y vivent. Et là, on a un exemple parfait de ça, hélas, c'est Afrin, où là on a vu les limites du soutien occidental et des États européens au Rojava, hein, parce que avec le feu vert des États-Unis et le feu vert russe qui contrôlait l'espace aérien, les Turcs sont rentrés à Afrin, ont massacré des milliers de gens, ont kidnappé, ont instauré un système basé sur un État, la charia, etc., en recyclant des djihadistes de Daesh au passage, pour instaurer leur modèle de société, hein, qui correspond à une haine des femmes, à une haine de la démocratie, à une haine du vivre ensemble et de l'égalité qui est défendue sur place, à toutes ces choses-là, quoi.
et surtout à une haine de ce qui n'est pas un État religieux, parce que c'est le premier truc qu'ils font quand ils arrivent sur place, et ils établissent la charia, on coupe la main des voleurs, les femmes c'est la burqa, etc. C'est extrêmement important à comprendre cette menace, et on voit aussi qu'à ce moment-là, les États-Unis, la Russie et la France n'ont pas protesté plus que ça, même si dans le gouvernement français il y avait des hésitations. Je raconte les détails dans mon livre, mais au final ils ont choisi de se taire et ils ont laissé les Turcs rentrer. Donc on voit bien que le Rojava, c'est pas les super alliés de l'impérialiste occidental qui voilà, serait leur fer de lance dans la région, pas du tout. C'est une alliance très instable. Pour la simple et bonne raison que l'un avait besoin de l'autre, l'un avait besoin d'armes, de soutien, etc. Et l'autre, et notamment contre l'embargo, ben, c'est utile hein, de pouvoir avoir des avions qui arrivent sur place, donner du matériel médical aux soldats blessés. Et dans le même temps, les États occidentaux n'avaient pas d'autre solution pour se débarrasser de Daesh. Ils ne pouvaient pas laisser non plus rentrer la Turquie, parce que ben, c'est la Turquie qui avait soutenu Daesh, et par conséquent ça aurait été de prolonger ces milices religieuses qui aujourd'hui font des attentats en France. Il faut savoir que l'État français est quand même plutôt brouillé avec l'État turc, de façon globale, même si certains préfets en France l'ont pas encore compris. Et donc c'est intéressant de savoir tout ça. Ce que je dis, c'est que dépend de nous une mobilisation importante. Parce que l'État français, c'est un État qui a un rôle extrêmement important au Rojava, pour diverses raisons que j'ai déjà soulignées. C'est l'État qui a le plus soutenu, après les États-Unis, le Rojava, mais qui l'a plus soutenu diplomatiquement. C'est-à-dire que c'est l'État français qui a convaincu les États-Unis de soutenir en fait les Kurdes, comme il l'avait fait en 91 pour les Kurdes d'Irak par ailleurs. Et donc, en fait, l'État français joue un rôle majeur. Et si on ne veut pas que le Rojava se transforme en immense génocide au profit des Turcs, mais aussi, hein, par ailleurs, qui nous inspire dans notre vie politique française, parce qu'on est loin de la coprésidence à égalité hommes-femmes en France quand même, je pense qu'il est extrêmement important aujourd'hui qu'il y ait une mobilisation dans l'opinion publique. C'est pas moi qui le dis, c'est coucou l'ambassade turque. C'est l'ambassadeur turc qui faisait une réflexion comme ça au gouvernement français, qui leur expliquait qu'il ne devait pas avoir des quelques milliers de manifestants qui se sont mobilisés pendant l'invasion d'Afrine. Voilà. Donc en fait, les Turcs et les ambassadeurs turcs eux-mêmes ont peur des mobilisations en France, et on en vient à l'annulation de notre conférence à Châtillon-sur-Chalaronne. Voilà. Donc c'est pour ça aujourd'hui qu'on veut nous interdire de faire ce type de conférence, parce qu'il est extrêmement important aujourd'hui qu'en France, il y ait une mobilisation des différents partis, le plus large possible, mais aussi des associations, des organisations et surtout de la population contre ce qui risque d'arriver à Rojava. Et aussi, moi je mobilise aussi, je le reconnais, parce qu'ils ont un projet social qui m'intéresse beaucoup, et je pense qu'on aurait beaucoup à apprendre de leur projet social. Voilà, ça c'est mon avis personnel, mais c'est quelque chose de très constructif et très positif pour la région et pour le monde en général. Donc voilà, c'était tout, voilà tout ce qui a voulu empêcher que je dise le consulat turc sous prétexte voilà, d'apologie du PKK dans le cadre de sa conférence, donc qui est classée organisation terroriste, sachant que faut savoir que la plupart des organisations de gauche, notamment le PCF, a pris position pour retirer le PKK des organisations terroristes, parce qu'aujourd'hui, force est de constater qu'il mène une lutte de guérilla et qu'il ne fait pas d'attentats, par exemple, qui visent les civils en Turquie. Voilà. Donc c'est une lutte d'indépendance nationale qui a été, une lutte pour leur existence nationale, qui est aujourd'hui réprimée et mise sur la liste d'organisations terroristes par accord politique avec la Turquie suite au 11 septembre. Voilà. Donc c'est aussi important aussi de souligner cet aspect-là, parce que ce qui est hypocrite de la part des États occidentaux, notamment sur cette question-là, c'est qu'au Rojava, comme je vous disais tout à l'heure, ils appliquent les mêmes idées que défend en fait, voilà, le PYD. Ils appliquent les mêmes idées que défend le PKK. Le PYD n'est pas sur la liste des organisations terroristes. Les milices en question sont même en partie armées par la France.
Et pourtant, tout ça, ça fait partie d'un même ensemble. On voit qu'il y a quand même une certaine hypocrisie. Ils sont utiles quand ils massacrent du djihadiste, mais ailleurs, quand ils dérangent notre allié turc, on doit les virer. Voilà. Je tenais à souligner ça. Et donc, c'est important de comprendre ce contexte-là, vous aussi, pour vous mobiliser, pour que vous ayez les éléments en main pour comprendre voilà, la situation. Bah, je vous remercie de m'avoir écouté, et puis bah, on place au débat. Voilà. Bon, vous allez avoir à peu près 1 heure pour poser vos questions, faire vos observations, contester, que sais-je. Avant de vous donner la parole pour vous permettre de préparer ce que vous avez à dire, je veux d'abord vous signaler que tout à la fin, on finira selon la tradition par on a un peu à boire, donc ça prendra avant. On vous demandera, avant le pot, de nous aider à ranger la salle, parce que Daniel, par exemple, il est là depuis 6 heures pour tout préparer la salle. On ne peut pas tout laisser sur le dos des camarades qui ont préparé ça. Et puis aussi, une autre chose, quand vous êtes arrivés sur vos chaises, il y avait 3 papiers. Donc, quelqu'un m'a fait remarquer, la prochaine échéance de la Libre Pensée, elle est commune à l'Union départementale Force ouvrière, à l'Union départementale CGT et également à la FSU et UNSA. Donc c'est une conférence sur syndicalisme et laïcité. Alors quelqu'un m'a fait remarquer tout à l'heure que j'avais marqué Maison des syndicats et qu'il se pourrait que quelques-uns croient que c'est à l'ancienne Maison des syndicats. Alors non, ce n'est pas l'ancienne Maison des syndicats, c'est la nouvelle Maison des syndicats qui est de l'autre côté de la rivière. Deuxièmement, donc ça c'est bientôt, c'est dans 2 semaines exactement. Donc c'est Jean Jaillère qui est un vice-président de la Libre Pensée et qui a eu de grandes responsabilités syndicales qui donnera cette conférence. Au mois de juin, le 27 juin, nous faisons revenir Florence Gauthier, qui est une immense historienne vivante de la Révolution française et qui démonte bien des contre-vérités qui sont dites depuis longtemps, ou des choses qui sont cachées sur la Révolution française. Par exemple, les gens savent très peu que le 4 février 1794 a eu lieu la première abolition de l'esclavage. Donc c'est là-dessus qu'elle viendra. Donc ce sera à la jeunesse laïque. J'ai vu tout à l'heure Pierre Guénard. Voilà. Donc c'est notre repère habituel, la jeunesse laïque. Simplement la salle vitrée, il y a 40 personnes qui peuvent tenir. Donc aujourd'hui, ce n'était pas possible. Il fallait, vous voyez, regardez, la salle de 60, elle est pleine. Et il y en a même quelques-uns qui ont été obligés d'avoir une conférence seulement orale dans une autre salle. Bon, alors, en plus, vous avez un 3e document. C'est le futur immédiat, puisque c'est demain. Alors, à Bourg, ça se fait à l'initiative de la Ligue des droits de l'homme, mais ça a lieu partout en France, et ça a lieu à l'initiative de toute une série d'organisations. Donc, pour des raisons pratiques, ici, c'est la Ligue des droits de l'homme qui a organisé la chose. Donc, demain, à 10h, rassemblement rue Victor Bache contre la loi qui vient d'être adoptée. On veut la liberté de manifester, on veut la liberté de s'exprimer. Voilà. Donc maintenant, il y a beaucoup de monde. Ce serait bien que vous interveniez une fois. Enfin, ça dépend le nombre de personnes qui voudront intervenir, mais laissez tous ceux qui veulent intervenir intervenir. Voilà. Alors, donc, c'est Michel qui vous distribue le micro dans la salle. Et moi, c'est Michel aussi. C'est simplement 2 petites questions pour dresser un portrait un peu plus complet, on va dire, de la société dans laquelle essaye de se mettre en place cette société. C'est quand vous dites qu'il n'y avait pas de supermarché, il n'y en avait pas ou il n'y en avait plus? C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont connu la société de consommation et avec la guerre, c'est parti et sont revenus sur des basiques, ou est-ce que c'est... ou est-ce qu'ils n'ont jamais connu ça Voilà. Et le deuxième point,
J'ai perdu le fil. Ouais, c'est quand vous parlez de ces colons arabes, comment ils prennent. Est-ce qu'ils prennent avec ces colons arabes à qui on donne une propriété plus petite et où on collectivise les terres? Est-ce que globalement ils le prennent bien et ils acceptent ce processus facilement, ou est-ce qu'il y a quand même de la rancune voilà. Je réponds tout de suite ou on passe à d'autres questions? Ok. Alors pour ce qui est des supermarchés, en fait, vu que le Kurdistan c'était un peu une colonie c'est une colonie en fait, les États en place n'ont rien développé sur place, donc il y a de ça. Après, vu que c'est une économie de petits propriétaires, ça favorise aussi cette situation-là. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y en avait pas vraiment et ils en veulent pas vraiment aussi maintenant. Voilà, c'est important à comprendre. Et l'autre aspect, pour ce qui est des colons arabes, alors en fait au début les colons arabes c'était très simple, la plupart étaient du côté de Daesh. C'est-à-dire que je parle surtout de la région de Tel Abyad notamment, donc c'est une région qui était entre Kobané et Djezireh, qui était à l'époque tenue par Daesh, dont les milices kurdes ont chassé avec une aide très relative des puissances occidentales Daesh de cette région, c'était un peu après Kobané. Et dans ce cadre-là, il y a eu, en fait, voilà, ils ont soutenu Daesh, quoi. Bon, il y a eu plein de problèmes. Ceux qui étaient les plus fervents se sont réfugiés en Turquie. Et ceux qui sont restés, il y en a une partie qui a accepté l'auto-administration, parce qu'en fait, vu qu'ils n'ont pas été virés, qu'on leur a laissé des terres, qu'ils ont eu enfin, on leur a laissé une place, quoi, en fait, hein, d'existence. Il y en a beaucoup qui ont accepté, voilà, cette nouvelle société. En plus, on leur a pas imposé le kurde comme langue, on leur a pas, parce qu'ils avaient très peur de ça, les Arabes. Ils disaient, oh, ils vont faire comme nous, on a fait, on leur a fait, voilà, ils vont nous imposer l'arabe. Et en fait, ils ont évité ça, donc ils ont pu pratiquer leur langue et ça, donc ils se sont dit bon, c'est peut-être mieux qu'on reste là sans faire trop de vagues. Et même une partie a rejoint d'ailleurs l'auto-administration du Rojava. Voilà, donc au début c'était compliqué, mais maintenant ça a tendance à se régulariser. Voilà. Lié aux victoires militaires, bien sûr. Ouais. Une question sur un point qui me paraît largement paradoxal, compte tenu du tableau qu'on peut faire aujourd'hui de la Turquie et qui assurément file de plus en plus un mauvais coton. Les femmes kurdes ont eu le droit de vote avant les Françaises. Comment cela s'explique-t-il ? Alors c'est une très bonne question. Bon, c'est bien de le rappeler. Alors, à l'époque, en fait, Mustafa Kemal, à ce moment-là, en Turquie, bon, il était, bien que j'ai critiqué sa politique soi-disant laïque, il avait, bon, c'était quand même un agnostique personnellement, et il cherchait aussi à montrer au monde qu'il était plus moderne, en fait, que les États européens, dont la France. Et donc il les a pris en avance sur cette question-là, tant mieux d'ailleurs, c'est plutôt une bonne chose. N'empêche, il y a même une de ses filles qui était dans l'aviation, par exemple, je crois, l'aviation turque. Donc c'était, mais qui a quand même servi, qui a bombardé les Kurdes hein, avec ses avions. Bon, donc c'est quand même important de le préciser. Voilà, donc il y a eu effectivement sous Mustafa Kemal une part de démocratisation des questions des femmes, surtout qu'en plus il le faisait également en opposition des Kurdes qui à ce moment-là étaient aussi un peu plus tribal et s'étaient réfugiés par exemple des fois sur des thématiques religieuses et donc qui dans les années 20 et 30 étaient plutôt en retard, particulièrement chez certaines tribus kurdes sunnites sur ces questions-là. Et c'était aussi une manière de s'opposer à eux de cette façon-là et dire voilà, moi je suis la bonne RDT, je suis l'avenir en Turquie. Je pense pas qu'il était particulièrement féministe au vu par contre de la politique turque qui en a suivi et qui existe aujourd'hui même dans la République turque, qui est pas toujours facile voilà, pour les femmes, etc. Je pense que c'est peut-être à moi. Oui, il suffit de parler dedans. J'ai 3 questions très terre à terre. D'abord, est-ce que vous parlez une des langues de cette région ou est-ce que vous avez toujours eu recours à un interprète ?
Deuxièmement, qui étaient les Turcs qui ont perturbé la réunion de Châtillon-sur-Chalaronne? Parce que vous avez parlé du consulat, donc je voudrais quelques précisions si c'est possible. Et je voudrais aussi comprendre pourquoi les Kurdes d'Irak sont alliés aux Turcs contre les Kurdes syriens. Alors, moi, non, j'étais en anglais, hein. Je préfère le dire. Parfois même en français, parce qu'il y avait des gens qui parlaient français là-bas. Ça, quelques restes voilà, du mandat français. Mais d'ailleurs, la deuxième langue enseignée le plus au Rojava après l'anglais, en langue étrangère, c'est le français. Donc voilà, ils y tiennent un peu. Notamment, ça va dans les politiques d'alliance avec la France, parce qu'ils cherchent à créer des liens quoi, culturels. Donc voilà. Ensuite, qui sont alors les Turcs qui ont attaqué en fait la conférence. Alors en fait la communauté turque en France est très 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 structurée. C'est-à-dire que vous avez un réseau de mosquées d'Itib, voilà, qui organise notamment religieusement les Turcs. Vous avez une organisation, un parti politique des Turcs également, qui s'est présenté aux élections législatives. Le parti, c'était Égalité et Justice, je crois, si je ne me trompe pas. Aux législatives, ils se sont présentés dans 70 législatives. Ah, ils se présentent aux européennes, oui. Voilà, donc en fait, ils ont une force organisée. Alors, ils n'ont pas fait beaucoup de voix, hein, mais ils ont une force organisée quand même pour se présenter dans 70 législatives en France. Ils ont également des services secrets les plus développés d'Europe. C'est-à-dire que les services secrets turcs, c'est parmi les plus développés dans toute l'Europe. On estime qu'il y a au moins 6000 membres, si ma mémoire est bonne, en Europe, membres des services secrets turcs à divers degrés. Ça a été tellement loin, par exemple en Allemagne, ils se sont rendus compte que des gangs de bakers, qui traînaient dans la drogue, etc., étaient instrumentalisés par les services secrets turcs en Allemagne. Ça fait un scandale là-bas. Ah bon, en fait, ils s'infiltrent dans toutes les communautés possibles et imaginables, et ils agissent et ils exercent un contrôle dessus. Même, par exemple, l'enseignement du turc en France est en grande partie contrôlé par des fonctionnaires turcs de Turquie, parce que la Turquie envoie ses propres professeurs de turc en France. Donc, en fait, par tout un système social, par aussi une communauté d'entre-soi, de soutien, par une exacerbation du nationalisme, c'est-à-dire que les scores pour les islamistes ou pour l'extrême droite turque en Europe sont extrêmement élevés, plus qu'en Turquie. Donc par exemple, voilà, les islamistes ils dépassent les 50% facile, hein, dans les élections. Ah oui. Et donc ils ont voilà une politique de contrôle de leur communauté qui s'est accentuée sur Erdogan, sur des bases religieuses et nationalistes. Et par exemple, ça se voit aussi au score des Lougri, qui est une milice fasciste turque, voilà, qui prône la supériorité de la race turque, hein, qui est complètement dans la lignée des jeunes turcs, et ces suprématistes-là, qui sont en première ligne. Enfin, ces fascistes qui sont en première ligne dans la répression contre les Kurdes, contre les chrétiens, contre les opposants en Turquie, sont utilisés régulièrement par les militaires pour faire leur sale besogne, notamment parfois même en Syrie. Donc ils ont une structure, ce qu'on appelle l'État profond, hein, en Turquie. Donc ils ont toute une structure très bien organisée, très bien structurée, ce qui leur permet voilà, de mobiliser des gens pour faire annuler des conférences. Voilà et donc c'est des Turcs qui sont élevés dans un nationalisme exacerbé et dans un islam exacerbé. Souvent, c'est-à-dire que c'est très... c'est par exemple pendant les campagnes électorales en Turquie, on voit des trucs complètement fous où on explique qu'il faut voter AKP, donc le parti d'Erdogan, parce que c'est la lutte du croissant contre la croix. Voilà, on va dégager les croisés. Vous avez des discours comme ça, hein. C'est-à-dire aujourd'hui, en disant que les Kurdes c'est les nouveaux croisés, hein, des fois en faisant des amalgames comme ça, en disant que les Kurdes ils sont manipulés par les Arméniens. Il y a aussi des théories comme ça complètement folles. Et c'est ce type de personnes en fait qui arrivent. Puis après, non, le génocide ça n'a pas existé. Les payés machin, ils font du trafic d'organes. C'est comme ça qu'ils se financent et qu'ils vous racontent strictement n'importe quoi parce qu'ils sont conditionnés pour.
voilà, avec une vraie structure derrière pour le faire. Que ça passe, donc ça passe, comme j'ai dit, mais aussi par des partis politiques, par des profs de Turcs qui sont envoyés en France, etc. Par aussi des effets de communauté en France, je pense. Voilà, donc il y a des choses comme ça. Ensuite, par rapport à Châtillon, une des personnes qui était présente devant la salle avant notre conférence, c'était un garagiste local qui tient la concession Ford et qui a une implantation au niveau du village et au niveau de la municipalité. Les autres, d'après ce que les gendarmes ont pu nous dire, oui, ils n'étaient pas du coin. Voilà. Mais il y a voilà, oui, tout à fait. Et ce garagiste à Châtillon, c'est une référence au niveau du village. Son fils est pharmacien, il a réussi, il est très bien intégré. Donc, il a sa sphère d'influence. Il y a une partie de la question qui reste. Et la troisième, j'ajouterais que je finirais quand même sur un point qui est important à souligner. C'est que ces services organisés vont jusqu'à l'assassinat. Il y a eu 3 femmes kurdes qui ont été assassinées à Paris en début 2013. Et donc ils n'hésitent pas à liquider des opposants sur le sol français, avec l'État français qui réagit un peu mollement, quoi. Pour 10 fois moins que ça, ils ont viré les ambassadeurs russes du territoire français. Donc moi j'aimerais bien qu'ils fassent la même chose avec les ambassadeurs turcs qui se croient à tout permis. Surtout que l'ambassadeur turc actuellement en France, c'est pas n'importe qui, c'est le chef des services secrets à l'époque des assassinats des 3 femmes kurdes en France. Donc le type a visiblement une promotion depuis, voilà, pour le dire clairement. Donc moi j'aimerais bien que ce genre de personnes dégagent du territoire français notamment. Ensuite, pour ce qui est des Kurdes d'Irak et de Turcs, alors en fait les différents États de la région ont instrumentalisé les divisions internes entre les Kurdes pour s'en servir. C'est un de ces résultats-là. Il y a même une guerre civile entre Kurdes dans les années 90. Voilà, où ils se sont entretués assez violemment dans le Kurdistan irakien. Le truc, c'est que les Kurdes d'Irak, ils ont des accords avec la Turquie sur le pétrole. Et en fait, ils vendent tout leur pétrole à la Turquie. Et donc la Turquie leur dit, si tu veux qu'on continue à acheter à bon prix ton pétrole, va falloir nous... C'est quoi ? Ils l'envoient en Turquie. Parce qu'en fait, non, parce qu'en fait, il y a une frontière entre l'Irak et la Turquie directement. Et cette frontière est contrôlée par les Kurdes irakiens. Donc il y a des accords sur le pétrole, il y a aussi d'autres accords, parce qu'historiquement, les Kurdes, le PYD, le parti kurde, est opposé au PDK, donc le parti en question qui participe à poser des problèmes. Donc c'est sur des bases économiques, pas seulement, il y a aussi des bases idéologiques, mais c'est ces choses-là qui créent cette situation terrible. Voilà. Oui, merci. Déjà, je voulais exprimer ma joie de voir participation démocratique qu'on peut voir. Ça fait plaisir de voir que même à Bourg-en-Bresse, on a des actions comme ça, et je ne pensais pas qu'on allait avoir une conférence sur le Kurdistan. C'est un sujet un peu marginal, malheureusement, notamment sur Internet. Alors déjà, je voulais faire un rappel parce que monsieur demandait à propos de pourquoi le droit de vote des femmes était déjà en Turquie avant la France. Il avait été déjà voté 2 fois par l'Assemblée nationale, si je me souviens bien, dans les années 1880 et ensuite pendant l'entre-deux-guerres, mais c'est le Sénat qui a bloqué le vote à chaque fois, jusqu'à ce qu'après la Seconde Guerre mondiale, ça a été accepté. Donc on aurait pu, sur juste quelques accords, on aurait pu avoir un droit de vote de la femme très tôt, mais on doit au Sénat de ne pas l'avoir eu. Voilà. Mais heureusement, apparemment, le Sénat sert à d'autres choses. On a vu récemment que pour l'affaire Benalla et tout ça, maintenant, ça peut être utile. Alors voilà, j'avais donc 2 questions. Pour rester sur le Rojava stricto sensu,
Je voulais savoir parce que il me semble, enfin, j'ai pas souvenir que vous ayez beaucoup développé là-dessus, les relations entre l'administration autonome du Rojava, donc la fédération, et l'État Bachar al-Assad, parce que apparemment il y a une espèce de, parce qu'il y a une nécessité de toute façon, une sorte de cohabitation. Je voulais savoir ce qu'il en était à proprement parler des relations entre les deux. Et enfin, pour aller, alors c'est pas exactement dans le sujet, mais pour ce qui est du PKK, et vous avez, je crois, vous venez de parler vite fait de ça, à propos du financement prétendu. Alors, si je me souviens bien, avant, c'était vraiment enfin, le PKK était beaucoup plus une organisation terroriste avant son revirement idéologique, quand il était resté nationaliste et marxiste-léniniste. Donc, si je me souviens bien, avant 2005 et surtout avant l'arrestation d'Abdul Öcalan. Mais c'est bien après, si je me souviens bien, je crois que c'est en 2008 qu'il y a des reporters états-uniens, alors malheureusement j'ai oublié le nom, qui rapportaient qu'il y avait eu des trafics de drogue ou d'héroïne, enfin des financements plutôt douteux en tout cas, du PKK. Donc ça reste pas, c'est pas exactement le Rojava. Mais c'était juste pour savoir si c'était avéré, si vous avez eu vent de ce genre de choses, ou si ça fait justement partie, je crois que vous l'avez évoqué, de fausses informations de la part notamment des fake news de la Turquie. Voilà. Alors, sur les relations Rojava-Bachar el-Assad, alors c'est des relations très tendues. En fait, ce qui se passe, c'est que bon, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il y a il y a un ennemi prioritaire et ils ont fait un choix en bon nationaliste arabe. Bachar el-Assad a voulu liquider les islamistes et s'est dit qu'il se ferait les Kurdes plus tard. Alors les choses ont été assez claires. Là récemment, il y a eu des négociations, notamment sur les invasions turques, où le Rojava voulait faire un accord avec le régime de Damas pour dire tu reconnais ma région autonome, notre langue, notre façon de vivre, tu nous déranges pas trop sur notre territoire, quoi. Et en échange, on lutte contre une éventuelle invasion turque parce que ça t'emmerderait peut-être plus qu'une armée de l'OTAN rentre que ça soit nous, quoi. Je résume un peu les discussions. Sauf que Bachar el-Assad et l'Iran, ils ont tendance à répondre de la façon suivante, c'est soit vous déposez les armes, soit on reprend tout par la force. Et il déclare systématiquement ça. Bon, sachant que Bachar el-Assad est maintenant sous l'influence du régime iranien de façon très forte. Le gros des milices qui se battent aujourd'hui pour Bachar el-Assad, c'est des milices financées par l'Iran, que ce soit le Hezbollah, que ce soit des milices chiites irakiennes, yéménites. Enfin, on retrouve tout le monde entier, un peu comme chez Daesh d'ailleurs. Et ce qui est assez intéressant, c'est que c'est l'Iran, je crois que c'est le chef des gardiens de la révolution ou le ministre des armées iranien, je ne sais plus exactement qui a dit oui, nous prévoyons une offensive sur Raqqa, alors qu'il parlait de la Syrie, qui n'était même pas son territoire. Donc voilà, ça c'est les réponses du régime de Damas, et c'est les réponses de l'Iran, surtout que le régime de Damas, il a le truc qui l'a le plus énervé avec le Rojava, parce qu'au début il disait pas grand chose, mais ce qui lui a fait péter un câble, c'est quand il a instauré un enseignement bilinguiste arabe et kurde aux écoles. Alors là il est devenu fou, parce qu'il considérait que c'était intolérable que le kurde soit pratiqué, quoi. Donc bon, le régime de Damas en fait, le seul truc qu'il y a entre les deux, c'est que pour des raisons tactiques, ils se font pas la guerre entre eux, même si c'est déjà arrivé, parce qu'il y a eu plusieurs batailles avec le régime syrien qui ont été très violentes, à Saqqeh, à Kamishlo, par Alep également, à Derik. Enfin, il y a eu plein de batailles en fait contre le régime syrien qui sont passées inaperçues, mais qui ont été violentes pour les Kurdes, pour qu'ils affirment que les Kurdes ont gagné d'ailleurs. Et donc c'est important de comprendre ça, parce que en fait ils sont pas du tout amis et ils se font la paix pour des raisons. Alors maintenant par exemple on le voit comment le régime syrien, le pétrole qui est produit au Kurdistan syrien, ils n'arrivent pas à l'exporter du tout. Enfin, ils exportent un peu, mais pas beaucoup. Parce que par exemple, ils vendent le pétrole, le régime, des intermédiaires du régime veulent l'acheter 20 centimes le litre, alors qu'après, ils leur vendent 80 centimes le litre d'essence, quoi. Donc en fait, parce que les raffineries en fait sont côté régime syrien, ils sont sur la côte, côté alawite.
Et là, donc on voit qu'en fait derrière le régime syrien essaye en permanence de reprendre la main, que ce soit militairement, il y pense fortement, mais vu qu'ils sont très affaiblis, ben, pour l'instant ils peuvent pas y aller. Donc sinon c'est économiquement, et ils font toutes les misères du monde possibles, imaginables au Rojava tant qu'ils le peuvent. Mais voilà, aujourd'hui, moi, pour être bien informé de la question, les négociations entre le régime syrien et le Rojava se terminent à chaque fois en queue de poisson. Et il y en a un qui ne veut pas lâcher sa position, notamment parce que l'Iran ne veut absolument pas qu'il y ait une zone autonome. Mais vu que le régime est sous influence, il ne cède pas. Voilà. Ça dérangerait moins les Russes, par exemple. C'est pas leur premier problème, mais l'Iran, ça les dérange beaucoup. Voilà. Ensuite, sur PKK terroriste, avant et après 2005. Alors 2005, c'est le moment où ils ont adopté le confédéralisme démocratique, mais ils avaient déjà abandonné le léninisme avant. Ils avaient et marxistes en fait, ils ont pris un certain, on va dire, recul par rapport, en tout cas, aux marxistes de l'URSS. Hein, c'est surtout celui-là qui critique, même s'il reste encore des enseignements de ce côté-là. Et sur le trafic de drogue et d'héroïne, comment ça s'est fait? En fait, vu que le PKK luttait contre le régime turc et que dire voilà, c'est une organisation armée, ça suffisait pas pour les mettre sur la liste d'organisations terroristes, il a fallu ajouter une autre raison. Et donc la Turquie a été chercher un ancien trafiquant de drogue qui visiblement a été libéré assez vite après, mystérieusement, qui a dit oui, moi j'ai commercé avec le PKK, ils produisent de l'héroïne, et donc très probablement pour un allègement de peine. Et derrière, il a pris 2 anciens du PKK qui avaient été capturés, qui ont dit oui, le monsieur dit c'est vrai. Puis après, ils sont allés voir les États-Unis, ils ont dit bah oui, regardez, il y a du trafic de drogue, vous voyez bien. Bon, mais aucun Kurde du PKK n'a jamais été arrêté pour trafic de drogue. Voilà, on n'a jamais retrouvé de l'héroïne sur un membre du PKK. Bon, donc c'est du bidon total parce que la Turquie avait besoin de ça pour la mettre sur la liste des organisations terroristes. D'ailleurs, depuis ces accusations qu'ils ont gravées dans le marbre depuis, je sais plus à quelle date exacte, mais c'était il y a 15-20 ans. Il n'y a pas eu de traces de trafic de drogue. Ils ont même fait l'inverse. Moi, quand j'étais là-bas, ils avaient des problèmes avec la consommation de drogue, notamment, tout ça. Et même alors tout le monde ne sera pas forcément d'accord ici, mais même les champs de cannabis, ils les coupaient, quoi. Donc, ils sont pas du tout sur une ligne pro-drogue. Connaissant un peu leur mentalité, ils auraient fait comme les FARC dans ce cas-là. Ils auraient dit bon bah voilà, on fait ça, mais c'est pour se financer, on n'y touche pas personnellement. Je pense, ils l'ont pas fait quoi. Voilà, même les FARC, ils avaient reconnu. En général, les guerriers reconnaissent ce genre de choses. Donc c'est pas, c'est des accusations, voilà, qui sont de ce que j'ai pu en lire, rechercher, ne sont pas vraies. Voilà. Puis la seule chose où les gens essayent de dire voilà, il y a un trafic de drogue, c'est parce qu'il y a certains endroits aux frontières dans les montagnes où il y a une présence du PKK et on sait qu'il y a du trafic, mais bon, ça suffit pas à dire qu'ils ont un accord sur la drogue, voilà. Donc c'est quand même, je pense que c'est principalement une organisation de libération nationale, comme on en a connu plein. Leur exemple, c'est plutôt voilà, la lutte des peuples du tiers-monde contre le colonialisme, quoi, hein, c'est ça au début, hein, le PKK. Donc, ça ressemble pas à une organisation. Enfin, c'est pas si on devait mettre sur cette base-là toutes les organisations qui ont lutté pour l'indépendance nationale sur la liste des organisations terroristes, ça fait pas mal de monde qui sont aujourd'hui considérés comme des héros. Voilà. Du coup, je vais rebondir un peu sur... Moi, j'ai déjà lu des articles, oui, où j'avais lu que dans le Kurdistan turc, les jeunes très engagés cherchaient à éradiquer les drogues des quartiers, ouais, carrément, parce qu'on ne peut pas s'émanciper si on laisse faire tout ce genre de trafic, quoi. Et moi, j'aurais voulu savoir si les organisateurs de la soirée avaient réannoncé publiquement la soirée de ce soir, comme elle avait été faite il y a un mois, un peu plus d'1 mois, dans les journaux ou pas, pour que ce reste plus discret ou pas. Et voilà, juste dire aussi que nous, on est venus du Jura, parce qu'on a été contactés par des camarades antifascistes, enfin des camarades, qui avaient eu une embrouille il y a 3 semaines, et on est venus pour s'informer, pour écouter le conférencier, Raphaël, mais aussi pour faire front s'il y avait eu
une embrouille, quoi. Il n'y a pas photo. Mais voilà. Et puis j'avais aussi une autre question, mais je l'ai un peu zappée parce que c'est pas toujours évident de parler en public. Et moi, je viens du Jura aussi, et je voulais rajouter. Alors c'est vrai, j'ai regardé un peu ton travail avant de venir à la conférence, et mon camarade là qui vient de parler m'avait proposé de venir, et j'ai vu des choses sur le confédéralisme. Et ce fait, je reste un peu sur ma faim. C'est pas un reproche, hein, mais je reste un peu sur ma faim avec la conférence. J'ai trouvé plus géopolitique dans les oppositions avec l'État turc et tout. J'aurais trouvé sympa un développement un peu plus important sur le confédéralisme et le projet kurde sur le féminisme, l'anticapitalisme, donc le projet révolutionnaire kurde. J'aurais trouvé sympa. Et puis par rapport à ce qui s'est passé à Châtillon, hein, je crois, quelle que soit la forme des gens qui sont venus, est-ce qu'il y a des relais locaux avec les Kurdes? Parce que ça peut être aussi utile d'avoir un relais localement. Parce que quand je suis rentré dans la salle, je me dis, mais il n'y a pas de Kurdes à Bourg-en-Bresse. Ouais, c'est ça que je voulais parler tout à l'heure. Tout à l'heure, vous parliez aussi beaucoup de la diaspora turque, mais il y a aussi des opposants qui sont partis du pays en Turquie et qui ne sont pas pour le régime fasciste turc qui est actuel. Et est-ce que vous pouvez peut-être en dire un mot, mais j'imagine qu'ils ont une forte pression sur eux et peut-être qu'ils sont obligés de rester discrets pour ne pas être menacés physiquement. Et, enfin, voilà. Est-ce que vous pouvez... Oui, moi, c'est par rapport au PKK qui est présenté comme un parti terroriste, mais par rapport aux autres aux pays comme la France ou comme l'Union européenne qui ont l'air aussi de le considérer comme un parti terroriste. Hein. Donc il y a aussi du travail, je pense, à faire là-dessus. Hein. Et puis, par rapport aux dernières élections, c'était municipal en Turquie, où quand même les Kurdes ont, malgré toute la répression, malgré qu'ils ont été déchus de leur mandat, c'est en 2016, hein, je crois, hein, après le coup d'État manqué, eh bien, ils ont progressé. Le parti d'Erdogan a quand même été affaibli, puisque les Kurdes ont 45 municipalités. Et je crois, c'est comme vous expliquiez tout à l'heure, dans les communes, ils appliquent la démocratie aussi, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, au Rojava. Voilà, c'est aussi là-dessus. Et puis aussi que deux représentants de France Kurdistan ont été expulsés, n'ont pas pu rentrer en Turquie au moment juste avant les élections municipales. Alors, sur le développement plus important, sur le projet politique, je comprends la critique. Après, j'ai fait le choix, notamment d'une partie historique et d'une partie un peu géopolitique, parce que la situation est très complexe et on ne comprend pas les choix des Kurdes, en fait, ou du Rojava. Si, par exemple, expliquer les accords avec les États-Unis, ça ne s'explique pas en 5 minutes comme ça, c'est compliqué. Et j'essaye de comprendre dans quoi ça s'insère, dans quel historique et qu'est-ce qu'ils font localement. Après, j'en ai un peu parlé quand même, je pourrais en reparler sans souci, il y en a un peu plus dans mon livre, j'ai envie de dire. Voilà. Mais bon, il y a plein de choses à dire, bien sûr, encore, et je comprends que ça intéresse certaines personnes, ça intéresse plus, c'est normal. Sur ce qui est